Grève des enseignants du public et des agents de santé aujourd'hui, malgré la trêve demandée par les autorités. Des innovations au niveau de la vie scolaire pour des établissements plus propres et puis aux États-Unis, féminisation des unités de combat de l'armée américaine. Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal. Les hôpitaux et écoles publiques de Côte d'Ivoire ont décidé d'entamer une grève. Les agents de santé attendent depuis plusieurs mois la mise en œuvre de promesses des autorités relatives à la revalorisation des salaires. Mais au lycée moderne 1 de Grand Bassam, les salles de classe sont restées fermées, idem dans les écoles primaires. Au lycée 2, par contre, enseignants et élèves sont présents et les cours se déroulent normalement. À l'hôpital général de Grand Bassam, le corps médical assure un service minimum. On revient sur le dossier du dimanche. Notre reporter Michel Digré s'est penché sur un litige foncier qui divise les résidents de la commune de Marcory et un opérateur économique. Le terrain litigieux aurait été vendu à ce dernier par le groupement foncier de Côte d'Ivoire. Les faits. Les automobilistes de Marcory commencent à s'habituer aux embouteillages dus à la fermeture de certains axes pour la construction du 3e pont. Mais ce samedi, les bouchons sont interminables et pour cause. L'une des voies encore ouvertes à la circulation est obstruée par des barricades. Les riverains de la cité Moké entendaient ainsi protester contre la vente du terrain dénommé Sobéa, situé dans leur quartier. Ça fait un moment, nous avons remarqué que notre espace vert, notre terrain, a été vendu à un opérateur économique libanais. On n'a plus accès au terrain. Nous comptons bloquer cette route, cette voie principale de Marcory, jusqu'à ce que ce terrain soit libéré. Le conflit foncier porte sur 1843 mètres carrés, un terrain objet de beaucoup de convoitises, car situé en bordure de route et favorable à des activités économiques. Mais pour les riverains, l'affection pour ce terrain se trouve ailleurs. L'espace est un endroit privilégié pour toutes les cérémonies du quartier. Je suis la vieille. Maintenant, ça reste un peu, je vais mourir. Où ça? Où? Mais voilà qu'en 2007, le terrain est vendu à un opérateur économique par la société Groupement Foncier de Côte d'Ivoire. À l'époque, nous avons prévu la boutique PAC, le programme d'action commerciale qui avait été initié à l'époque, dans les années 70. Et malheureusement, il y a une compagnie qui avait été créée, compagnie auxiliaire du Groupement Foncier de la Côte d'Ivoire, qui devrait se charger de cela. Malheureusement, cette compagnie n'a pas pu aller jusqu'au bout de son action. À la création, les actionnaires dont le Groupement Foncier faisait partie n'ont pas pu aller jusqu'au bout. Donc la société n'a pas pu naître. Nous avons donc repris cela pour pouvoir faire en sorte que nous puissions intéresser certains commerçants, certaines sociétés qui voudraient bien faire des activités commerciales. L'acheteur Sabraoui Ali entend mettre en valeur le terrain acquis. Les riverains s'y opposent. Pour eux, le site constitue un espace vert. Faux, rétorque la société GFCI. Partout où ils sont partis, ils n'ont pas donné des preuves juridiques de leur propriété. C'est pour cela que tout ce bruit-là, on est en train de politiser, mais nous sommes une société privée, entièrement privée, et que nous menons des actions qui sont dans l'intérêt aussi de notre société, qui donnent les preuves juridiques de leur propriété. Ce n'est pas un espace vert, ça n'a jamais été planté. Aucun arbre n'est venu sur ce terrain. Argument contre argument, les riverains brandissent un autre plan de construction. Ici, on a 1815, qui est la première maison en bande qui est au milieu. Après 1815, c'est 1816. 1816, 1817, 1818, 1819, 1820. Après 1820, maintenant c'est l'espace vert qui vient et qui sort sur le boulevard. Donc tout est clair sur ce papier. Pour l'heure, le bras de fer continue entre les riverains du quartier Moké et l'acquéreur Sabraoui Ali, en attendant qu'une décision de justice mette fin à ce litige foncier. Une journée de la vie scolaire organisée pour assainir l'environnement autour et à l'intérieur des établissements scolaires. La solidarité, le volontariat et le bénévolat, autant de valeurs que devront adopter les élèves. Le reportage de Franck Quadio.
Des élèves prenant leur déjeuner sous un soleil de plomb. Nous sommes à Adjamé. Difficile ici de se restaurer dans de bonnes conditions, la plupart des établissements ne disposant pas de cantine. Je souhaite qu'on arrange le coin, les saletés, donc à balayer tout, les saletés. Et puis, donc à essayer d'encadrer le coin un peu. Des difficultés bien connues de la tutelle, la direction de la vie scolaire veut faire de l'environnement autour et dans les écoles son cheval de bataille à la faveur de la journée de la vie scolaire le jeudi 7 février prochain. Nous avons commencé avec le ministère de la Salubrité à faire la destruction des nuisances dans le milieu périscolaire. Nous sommes en train d'activer certaines activités comme l'assainissement des marchés scolaires, qui participent de l'assainissement intérieur de nos établissements. Clou de cette journée, le programme de solidarité et le volontariat en milieu scolaire, histoire de permettre aux élèves d'être au cœur de l'action scolaire. On rejoint les pensionnaires de l'orphelinat Garçon de Bingéville. Ces enfants ont reçu des vivres et des vêtements des membres de l'église Winner Chapelle Internationale. Orphelinat Garçon de Bingéville. La cour est calme, comme vidée de ses 189 pensionnaires. Tous sont au préau où les rejoint le petit Kofi. La joie des bambins est visible. Une mission de l'église Winner Chapelle Internationale est venue, les bras chargés de vivres et de non-vivres. Mes amis et moi voudrions vous dire merci pour ces dons que vous êtes venus nous offrir. Et sachez que ce merci nous vient du plus profond du cœur. Des paroles de remerciement, mais il y a cependant d'énormes besoins. Les enfants ont beaucoup d'autres besoins. Il y a des besoins d'ordre alimentaire, des besoins d'ordre vestimentaire, et puis, comme on l'a fait tout à l'heure, des besoins d'ordre spirituel. Donc, on a besoin de la parole de Dieu aussi. On a besoin de visites à l'extérieur et surtout une prise en charge totale pour les enfants dont nous avons la charge. Au village Marchou, seconde halte de la délégation des Winners, démarche similaire. Ici vivent une quinzaine de malades avec leurs familles. Le don est accueilli avec joie. Il s'agit pour le donateur d'accomplir une recommandation des Saintes Écritures. La Bible nous dit de nous souvenir des démunis, des démunis, et aussi nous sommes venus partager cet amour avec eux pour qu'ils sachent que l'Église prie pour eux. L'Église aussi se souvient et se rappelle d'eux à tout instant. L'église Winner Chapelle Internationale est basée au Nigeria. Elle a pour vocation annoncer l'évangile et assister par des actions sociales les populations fragiles. Les Abidjanais ont de plus en plus une habitude, celle de se retrouver entre amis dans des maquis restaurants. Ils partagent des plats succulents qui rappellent de bons moments passés au village. Laetitia Manglé nous en parle. Koumassi, terminus 37, au sud de la capitale ivoirienne. Ici, restaurant en plein air, c'est le nouveau coup de cœur des Ivoiriens. Sous des abris de fortune ou à l'ombre des arbres, ils se retrouvent dès 7 h du matin, entre amis ou en famille, pour un petit déjeuner comme au village. Je suis levé matin à 6 h 45 avec mes frères. On avait un peu l'appétit, on allait au placalidrome, on s'est bien régalé. Chaque dimanche, après le sport, on vient s'asseoir là, prendre un petit déjeuner. C'est plus agréable et puis il y a des laits. C'est la première fois. C'est mon ami, lui, il a l'habitude de venir manger ici. Donc, c'est aujourd'hui, mais c'est pas mal. C'est acceptable. Des espaces gastronomiques similaires ont pignon sur rue dans le district d'Abidjan. Rencontres professionnelles ou amoureuses, tout y est possible. Ils se retrouvent ici, il y a eu des couples qui se sont formés, constitués ici. Plusieurs fois, ils viennent me dire merci parce que c'est grâce à ce maquis-là qu'ils se sont retrouvés mariés. Pour fidéliser et satisfaire la clientèle, il faut faire des sacrifices. Face à l'actuelle pénurie de gaz butane, les tenancières de ces restaurants à ciel ouvert ne désespèrent pas. On est obligé de prendre bois et puis salbon. Mais sans mouton, toujours c'est le bois. Seulement le salbon est bon parce que il n'y a pas fumé. Les gens viennent manger chez nous ici parce que c'est naturel. On ne met pas de l'huile. En tout cas, on prépare comme au village, comme à la maison, comme si c'est nous-mêmes qui devons manger. 500 francs ou 1500 francs. En moyenne, la somme à débourser pour avoir dans son assiette des plats bien de chez nous faits maison. Les clients, eux, n'en demandent pas mieux.
La Côte d'Ivoire et le Nigeria se sont affrontés hier pour les quarts de finale. Un match remporté par les Aigles, 2-1. Pourtant, les supporters ivoiriens s'étaient préparés pour soutenir les éléphants. L'ambiance avant et après le match avec Michel Mambo. Cannes 2013, fin de parcours pour les éléphants de Côte d'Ivoire, battus par les Super Eagles du Nigeria sur un score de 2-1. La forte mobilisation autour de l'équipe nationale n'a pas suffi à booster les pachydermes. À Abidjan, la désillusion se lit sur les visages. Pourtant, ils y croyaient jusqu'à la dernière minute. Découragement n'étant pas ivoirien comme on a l'habitude de l'entendre en Côte d'Ivoire, on se console en espérant que la prochaine fois sera la bonne. À l'étranger, aux États-Unis, les femmes autorisées à intégrer des unités de combat de l'armée, un changement qui fait le bonheur de nombreuses femmes soldats. Lisa a passé 26 ans dans l'armée américaine. Sur son uniforme, de nombreuses décorations et ses insignes dont elle est particulièrement fière. Voyez ces insignes? Chacun représente 6 mois dans une zone de guerre. J'en ai 2 pour mon année passée en Afghanistan. Malgré son travail administratif, Lisa s'est retrouvée en première ligne lors d'expéditions en Afghanistan. Son convoi a essuyé des tirs plusieurs fois et ce malgré l'interdiction faite aux femmes de servir dans les unités de combat. Une politique à laquelle le Pentagone a décidé de mettre fin. Les Américaines pourront prochainement combattre officiellement aux côtés des hommes, une bonne nouvelle pour Lisa. Il était temps qu'on en arrive là. C'est vraiment bien qu'on nous donne une chance d'être reconnus pour tout le travail qu'on fait au sein des forces armées. Nous voulons que le public vienne ici pour essayer de comprendre le sacrifice ultime de ces femmes mortes au combat ces 10 dernières années. Signe de la féminisation de l'armée, plus de 150 femmes ont été tuées au combat en Irak et en Afghanistan depuis 2003. Et 15% des soldats américains sont désormais des femmes. Mais elles n'ont pas toujours été les bienvenues. Dans les années 80, Patricia Segal a conseillé les généraux lors de la douloureuse intégration des femmes à la prestigieuse académie de West Point. Pour elle, l'arrivée de femmes dans les unités combattantes ne sera un succès que si les hauts gradés montrent l'exemple. Les officiers supérieurs doivent être à 100% favorables à ce changement. Il y aura sûrement des passages difficiles, mais la manière dont ils aborderont ces problèmes enverra un signal clair au reste des troupes. Est-ce qu'ils sont pour le changement ou est-ce qu'ils ne sont pas tout à fait sûrs? Le Pentagone s'est donné jusqu'à 2016 pour étudier les modalités pratiques de la féminisation des forces de combat. Le lieutenant-colonel Segal espère que cette transition se fera, cette fois, à bras ouverts. Toujours aux États-Unis, les troupes spéciales de la police de l'État d'Alabama au sud-est du pays tentent de libérer Ethan, un garçon de 6 ans retenu dans un abri souterrain. On ignore encore les motifs du ravisseur, un routier à la retraite. À Cuba, c'est plutôt l'apparition de Fidel Castro qui émeut. La réapparition de l'homme aux élections législatives cubaines hier a été l'unique événement, d'autant plus que l'absence d'opposition va conduire sans surprise à la réélection de Raúl Castro fin février. Je suis sûr que les Cubains sont véritablement révolutionnaires. Ils ont fait d'énormes sacrifices. Je n'ai pas à le prouver, l'histoire l'a fait. Les 50 ans d'embargo américain n'ont pas été une réussite. Ce journal a été peaufiné par toute la rédaction de RTI2. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien.